Alors, j'ai le plaisir, l'honneur surtout je remplace Lise Langlois qui est d'habitude à ce poste et j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir à notre coin de feu avec comme invitée d'honneur et conférencière émérite Marie-Hélène Paré. Euh, Peut-être Soël, si tu peux faire partage d'écran avec les euh, les différentes acétates ou les différents slides, comme on dit maintenant. Donc, vous avez les consignes d'usage, donc de rester en sourdine si vous ne vous exprimez pas, mais juste par acquis de conscience, c'est toujours mieux de rester en sourdine. On ne sait jamais les bruits qui peuvent survenir dans notre maison. Et utilisez la section clavardage pour poser vos questions. Donc, notamment à la fin ou peut-être en cours de présentation, Marie-Hélène pourra vous poser des questions. Vous allez pouvoir y répondre via le clavardage et à la fin aussi de la présentation, donc d'utiliser le clavardage que j'aurai le plaisir de lire. C'est l'avant-dernière présentation. Donc, ce soir, c'est le développement durable, c'est spirituel. Et vendredi, le 17 juin, c'est Peter Calkins qui fera donc la dernière présentation, l'Ordre mondial de Baha'u'llah. Peut-être un petit pour ceux qui sont les amis de la foi et d'autres qui peut-être nous rejoignent ce soir pour la première fois. Voici les principes fondamentaux. C'est un petit rappel aussi parce que c'est en lien bien sûr avec la conférence de ce soir. Donc, l'unité de l'humanité dans le respect de sa diversité, l'unité des religions, égalité des droits de l'homme et de la femme, abandon de toute forme de préjugés, élimination des extrêmes de richesse et de pauvreté, recherche personnelle et indépendante de la vérité, accès de tous à l'éducation, accord de la science et de la religion, confédération mondiale des nations et adoption d'une langue auxiliaire universelle. Donc, ce sont les principes fondamentaux de la foi bahaï. Donc, je vous parlais de notre conférencière émérite. Elle est très, très, très modeste. Et vous allez voir, ça va être passionnant. Alors, une petite biographie qui résume d'une façon très, très, très résumée la vie de Marie-Hélène jusqu'à présent. Donc, Marie-Hélène est née et a grandi à Québec. Elle est détentrice d'un baccalauréat en agronomie et d'une maîtrise en sciences de l'eau. Elle a travaillé quelques années comme conseillère dans les clubs agro-environnementaux. Et depuis 2 ans, elle est analyste en expertise environnementale et développement durable au Bureau d'audience publique sur l'environnement, peut-être plus connu sous l'acronyme de BAP. Plus prosaïquement, elle est mariée et mère de 3 magnifiques enfants. Elle aime sa famille, ses amis, le chocolat noir, donc c'est un bon hit, et la nature. Le respect est une valeur très importante pour elle, autant celle des autres que de la planète. Elle croit fermement que si notre corps appartient à la Terre, il est aussi le temple de notre âme qui, elle, appartient à notre Créateur. Donc, sans plus attendre, Marie-Hélène, à toi la parole. Merci beaucoup, Daniel. D'ailleurs, j'ai mangé du chocolat noir juste avant la présentation. Ça fait que c'était pas faux de dire que j'étais une amatrice de chocolat noir. Je vais essayer de partager mon écran en premier. OK. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Parfait. Donc, Daniel, quand tu as présenté le sujet de ma présentation, tu n'as comme pas mis le point d'interrogation, puis il est vraiment important parce que c'est une question qu'on va se poser ensemble ce soir. Si vous êtes venu ici en vous disant on va avoir la réponse, eh bien non, je ne vous donnerai pas la réponse. On va
regarder des choses ensemble, des principes, des notions, puis après ça, on va commencer une réflexion. Je vais vous partager la mienne, puis ça va être à vous de faire la vôtre, puis de vous poser la question, réfléchir, si vous pensez qu'il peut y avoir un lien entre ces deux notions-là qui sont très importantes selon moi. Donc, j'ai voulu commencer en images, en mettant pas de mots pour brouiller notre feeling, comme on dit en chinois. Donc, si on cherche dans Google Maps, Google Images, spiritualité ou religion, c'est des images comme ça qu'on va retrouver. Donc, on peut voir des gens qui prient selon différentes religions avec la nature derrière, un moine bouddhiste qui a l'air d'être en méditation devant la nature, encore une fois, puis une femme qui lève les mains vers le soleil. On peut penser qu'elle rend hommage et rend grâce à son créateur. Donc, c'est des images qu'on peut trouver pour spiritualité et religion. Maintenant, du côté développement durable, même je ne sais pas qui d'entre vous connaît ou ne connaît pas ce principe-là, mais ce que vous en ressentez, c'est des images comme ça qu'on va retrouver. Donc, une main, on peut voir que les mains sont plus âgées, qui transmettent la terre à des mains d'enfants, ou bien des mains qui se présentent l'une l'autre avec une ville développée, et puis la nature de l'autre côté, ou bien des mains de différents âges. Si vous portez attention, là, les mains n'ont pas toutes le même âge, puis même on voit qu'ils n'ont pas toutes la même couleur non plus, qui se présentent des différentes pousses de plantes, finalement. Et puis là, juste avec le ressenti, ces deux images-là qu'on peut confronter l'une avec l'autre, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Juste pour le plaisir, là, juste à partir de ces images-là, est-ce qu'il y en a qui sont capables de mettre des thumbs up dans le chat? Ben, c'est des émotions dans ce temps-là pour dire est-ce que vous ressentez un lien entre les deux juste à partir des images? Daniel, je ne vois pas. Est-ce qu'il y en a qui en mettent? Moi, je ne le vois pas. Ton micro. Pardon. Il y a à peu près 5, 6, 7, 8. OK, c'est pas pire. Oui. OK, parfait. Donc, on va avancer. Je vais vous donner des arguments plus solides que juste des images. Moi, juste avec les images, je voyais un lien, moi aussi, avec juste la nature puis l'ouverture qu'on peut avoir aussi. Donc, le plan de ma présentation, je vais commencer d'abord en parlant des valeurs spirituelles communes desquelles je parle quand je dis qu'il y a un lien entre le développement durable et les valeurs spirituelles. Ensuite, je vais vous présenter un peu c'est quoi le développement durable. Je n'ai pas un PhD en développement durable. Je travaille avec ça à tous les jours, mais je suis quand même pas, je ne me dirais pas que je suis experte. Je vais vous donner la connaissance que je peux avoir. Puis après ça, si vous voulez faire des recherches extrêmement vastes comme sujet. Après ça, je vais vous présenter au Québec le développement durable, comment est-ce qu'il est intégré au niveau international, les objectifs de l'ONU de développement durable, les liens qu'on peut établir, que j'ai pu établir, que je vais vous présenter rapidement, puis la réflexion que moi, j'en ai faite. Ça, on pourra discuter de celle que vous en ferez. Donc, en partant, les différentes religions, ils ont deux aspects, selon moi, puis selon plusieurs personnes aussi, là. Il y a un aspect qui se rattache aux valeurs immuables à travers les âmes, les âges, pour que tous les hommes vivent en harmonie les uns avec les autres. Donc, ça se retrouve dans toutes les religions, les grandes spiritualités, c'est présent, ces valeurs-là immuables. Et l'autre aspect des religions, c'est les lois et les ordonnances qui sont prescrites spécialement pour l'époque au moment où ça a été révélé. Donc, ce n'est pas de celles-là dont on va discuter aujourd'hui parce qu'ils sont vraiment spécifiques à l'époque, mais on va plutôt parler des valeurs qui sont immuables, qui sont les mêmes d'une religion à l'autre. Donc, des exemples que je peux vous donner. Moi, j'ai grandi comme catholique, donc Jésus, le prophète Jésus, est un bon exemple de respect de l'autre, d'abolition des préjugés. Il allait voir les pécheurs, les riches, les pauvres, tout le monde était pareil pour lui. L'amour, et puis on peut voir que j'ai mis Mère Teresa parce que c'est un bon exemple justement de ces enseignements-là dans la religion catholique. Dans la foi Baha'i, Abdul-Baha, qui était un exemple important justement de l'application de ces valeurs-là, de prendre soin de l'autre, de penser à autrui, de justice, de souci de l'autre. Puis là, j'ai mis une image qui était venue partager, même quand il était rendu un très vieil âge, ces valeurs-là d'unité, de l'humanité. Il faisait des grandes conférences en Amérique. Puis, il y avait même un article du New York Times que j'ai trouvé là, du 21 avril 1912
qui disait « Le temps est venu pour l'humanité de rehausser les standards de l'unité du monde entier pour que les formules dogmatiques et les superstitions s'achèvent. » Puis j'ai voulu la mettre dans la présentation parce que je trouvais que le titre de la présentation, de ce que Abdul-Baha disait, je trouvais qu'il était très actuel, même si c'était plus de 100 ans plus tard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouvais assez actuel comme message qu'il lançait aux gens. Donc, est-ce que dans le chat, il y en a qui seraient capables de me nommer de ces valeurs spirituelles communes-là qu'il y a dans les grandes spiritualités puis les religions? Daniel, il va falloir que tu m'aides parce que moi, je ne le vois pas, le chat. Personne? Alors, on a le don de soi, le partage, la justice, le respect, le service, la compassion, l'amour. Il y a d'autres personnes qui ont répété les mêmes termes, donc je te dis vraiment ceux qui sont uniques. L'amour pour tous, l'amour de l'autre, quelques petites variantes, générosité, équité, justice encore. OK. Je pense que je vous donnerais quasiment un 100%, celle que j'avais relevée, là. Ah, et unité dans la diversité. Unité dans la diversité. Donc, j'avais relevé, je vous les ai presque tous nommés, là, vous les avez presque tous nommés, ceux que j'avais relevés, l'amour de son prochain, partage, égalité, pardon, culture de la paix, justice, honnêteté, tolérance, respect de la nature. Donc, quand je parlais du lien avec le développement durable pour la spiritualité, c'est de ça que je parle, OK? Qu'on va parler. Maintenant, le développement durable. Donc, si vous voyez que la première mention de développement durable a été faite en 1980. Moi, je suis née en 1978. Puis, quand j'étais jeune, on ne se posait pas trop de questions. Si on jetait des affaires, c'était comme des déchets magiques, ça disparaissait. Les choses qu'on envoyait dans l'eau ou dans l'air, c'était comme brassé par magie, puis ça ne polluait pas. On ne parlait pas bien de la pollution de l'eau, de l'air, l'exploitation des forêts, la désertification, on utilisait les ressources, puis on commençait peut-être à se poser des questions, là, mais c'était encore pas si important que ça. On n'en parle pas autant que maintenant, les enfants en maternelle, ils parlent déjà de ça. Donc, il y avait une surutilisation. Ce n'était pas durable, la façon qu'on utilisait les ressources puis qu'on se développait. Donc, la première mention a été faite en 1980, c'est en 1987 dans le rapport Brundtland, qui en fait s'appelle la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, notre avenir à tous, où est-ce que la première définition a été donnée. Donc, la définition qu'on donnait dans ce rapport-là du développement durable, on disait que c'était un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc, on a un lien, pas seulement avec nos contemporains, le développement durable, il y a un souci aussi des générations futures qui viennent après. Un oubli de soi, on fait fi de nos besoins, de qu'est-ce qu'on voudrait faire sur le moment qui est plus facile, et on fait attention aux générations futures pour qu'elles aussi puissent répondre à leurs besoins. Si je donne des exemples de développement durable, l'économie circulaire est un très bon exemple de développement durable. L'économie circulaire, c'est une économie dans laquelle les déchets deviennent des matières premières, en fait, de d'autres productions pour arrêter l'extraction des matières premières. Parce qu'on sait bien que ce n'est pas infini. La forêt, oui, ça repousse, mais ça prend beaucoup plus de temps à repousser que la vitesse à laquelle on coupe les forêts pour utiliser le bois. Donc, un exemple concret au Québec d'économie circulaire, c'est les serres horticoles de Mers. On achète toutes des bonnes tomates de Mers quand on va à l'épicerie. Bien, il y a la dernière serre qu'ils ont construite. Ils l'ont construit proche d'un site d'enfouissement sanitaire très, très grand, un des plus grands au Québec, qui produit beaucoup de biogaz. La matière organique dans les sites d'enfouissement, il n'est pas censé en avoir, c'est censé être dans du compostage, mais bon, ça crée des biogaz. Ces biogaz-là sont recueillis, sont envoyés à une usine de production d'électricité et la chaleur des moteurs est utilisée dans les serres pour chauffer les serres. Donc, les serres de Mers n'utilisent pas d'énergie fossile, de gaz, par exemple, naturel pour chauffer leurs serres. Ils prennent la chaleur de l'électricité. Finalement, l'électricité doit être utilisée ailleurs aussi. Là, dans l'article, il ne le disait pas, mais la chaleur dégagée par des moteurs, on s'entend que c'est perdu normalement, là, cette chaleur-là. Mais cette chaleur-là est amenée dans les serres pour chauffer les tomates. Donc, c'est un bon exemple de déchet d'un
qui sert de matière première à l'autre. Si je vous en donne deux autres rapidement, exemples de développement durable, d'économie circulaire aussi, c'est les fibres plastiques. Là-dedans, ici, on sous-entend que c'est les fibres synthétiques utilisées pour son linge. En fait, c'est des chercheurs qui ont réussi à utiliser des bouteilles de plastique qui sont très nocives pour l'environnement parce qu'elles prennent extrêmement du temps à se dégrader. Ils ont réussi à créer des fibres textiles. Puis, de plus en plus, dans l'industrie du vêtement, de sport notamment, bien, on crée des choses qui sont très légères et respirantes. Puis, il y a même d'ailleurs New Look à Québec qui, dans les accessoires, utilise du plastique recyclé pour faire des lunettes. Donc, on peut s'acheter des lunettes, des cadres de lunettes avec des fibres recyclées de plastique. Puis, un dernier exemple, bien, ce serait les toits verts ou bien lorsqu'on met des ruches sur les toits qui permettent la pollinisation des arbres puis des végétaux dans la ville. Les toits verts, ce serait plus pour la chaleur, les changements climatiques. Les ruches, ce serait pour la protection de la biodiversité. Donc, c'est des exemples de pratiques de développement durable qui sont concrètes finalement dans nos villes. Un contre-exemple de gaspillage alimentaire, c'est vraiment un contre-exemple. C'est surtout dans les pays les plus riches que la nourriture peut être gaspillée un peu partout sur la chaîne, là, autant à l'épicerie, quand il y a des pertes des fruits, par exemple, des légumes qui ne sont pas achetés, qui deviennent plus beaux, qui ne sont pas standards pour que les personnes en achètent. À la maison, quand on a acheté trop, qu'on a mal géré, qu'on en jette aussi dans le transport, même dans les champs, il y en a qui sont perdus. Donc, ça, c'est un exemple de perte, finalement, que ce n'est pas durable, la façon de fonctionner comme ça. On en manque de nourriture, puis on en jette immensément. Puis finalement, bien, ça, tout le monde la connaît, là, la désertification de l'Amazonie. On s'entend que ça répond aux besoins présents de ces personnes-là, de ces gens qui veulent faire de l'argent, qui veulent créer de l'emploi, mais on s'entend qu'à long terme, la perte de biodiversité puis la perte de la part de cette forêt-là dans les changements climatiques bien, est perdue pour les générations futures. Donc, on a situé un peu le développement durable, des exemples du développement durable et contre-durable, finalement. Au Québec, il y a la définition que j'ai donnée tantôt était quand même assez de base, là. C'est nos besoins présents tout en répondant aux besoins futurs. La définition a évolué, puis entre autres, au Québec, dans la loi sur le développement durable que le Québec s'est donnée en 2006, on a ajouté trois choses qui étaient indissociables du développement durable. C'est-à-dire qu'il y avait trois dimensions de développement durable. Il y en a une qui est l'environnement, l'écologie, la dimension biophysique. Il y avait la dimension sociale et économique. Ces trois dimensions-là font partie de notre vie comme société sur la Terre, sont indissociables de notre développement finalement. C'est qu'on ne peut pas les sortir, on ne peut pas en prendre juste un et dire, bien, d'autres, on va faire un développement durable juste sur l'écologie, l'environnement ou juste économique. Ça ne marchera pas, les autres vont être débalancés parce que les trois font partie de notre vie. Donc, le Québec s'est donné avec la loi que je vous disais, là, c'est un cadre pour la responsabilisation des ministères, de nombreux organismes gouvernementaux qui doivent établir des stratégies avec des actions, des cibles, puis ils font des évaluations pour voir s'ils ont atteint leurs cibles. Je donne un exemple concret. Les bureaux du BAP ont changé de place, puis quand ils sont déménagés, les choses qui n'avaient plus de besoin, ils ont changé de bureau. Ça a tout été recyclé, réutilisé, car les matériaux qu'ils ont utilisés, ils ont essayé d'utiliser des matériaux durables, ils ont utilisé du bois. Bref, ils ont tout fait pour pas qu'il y ait de pertes, puis que finalement, le déménagement, il n'y ait pas de choses mises aux poubelles puis perdues, que le plus possible ce soit réutilisé. C'est des exemples de ce qui peut être fait dans les organismes, au ministère, au gouvernement. Les déplacements, par exemple, qu'on fait, d'en prendre le moins possible, il y a différentes stratégies qu'ils mettent. Donc, ça, c'est les 16 principes qui sont dans la loi. Je ne ferai pas le tour parce que ce serait vraiment, vraiment très long, là. Mais c'est les 16 principes. Si vous voulez aller voir la loi sur le développement durable, vous allez pouvoir les trouver et leur définition à chacun. Pourquoi je vous les montre? C'était juste, je travaille au BAP, ça que je vais faire une petite parenthèse, que vous sachiez un petit peu qu'est-ce qu'on fait au BAP. Lorsque le ministre nous donne des dossiers à analyser, le développement durable est vraiment en toile de fond de l'analyse de chacun des dossiers qu'on se fait donner pour les projets. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de regarder dans le milieu d'insertion. Supposons que c'est un projet qui est au Saguenay, peu importe, on va regarder c'est quoi les faiblesses et les forces du milieu d'accueil du projet
en termes de développement durable. Puis ensuite, on va faire comme si on mettait le projet dans ce milieu-là, puis on regarde ça va être quoi les impacts par rapport aux 16 principes de développement durable. Où est-ce que le projet va aller avoir des effets, des répercussions. Puis à la fin, ben, on va pouvoir proposer finalement, parce que ce n'est pas le BAP qui décide d'autoriser ou pas les projets, là, on va pouvoir proposer sous forme d'avis au ministre des bonifications ou des avis finalement. Ça peut être des actions aussi de ce qui serait acceptable en termes de développement durable pour accepter ce projet-là. Je donne 2 exemples vraiment rapides, là, sans les lire au complet. Un avis il y a eu le rapport sur la gestion des déchets qui est sorti récemment. Bien, il y a un avis qui avait été fait par rapport au lieu de brûlage à ciel ouvert dans les milieux nordiques, finalement. Puis l'avis était par rapport aux principes de santé et de qualité de vie pour les communautés qui vivent pas loin. On s'entend que c'est inacceptable. L'air est vraiment pollué pour ces gens-là, puis ils ont des effets sur leur santé. Un autre avis qu'on a pu donner dans le projet de GNL à Saguenay sur lequel j'ai travaillé, bien, c'était en vertu des principes de prévention, respect de la capacité de support des écosystèmes, protection de la biodiversité. Pour les belugas, il fallait vraiment protéger de façon législative leur environnement pour qu'on puisse mieux les protéger. Donc, c'est à ça que ça sert finalement, entre autres, les 16 principes de développement durable au Québec. Les projets qu'on se donne, ils vont être analysés, ils vont être regardés sous l'aspect de ces projets-là pour s'assurer, sur l'aspect de ces principes-là, pour s'assurer qu'ils respectent le développement durable. Maintenant, tout le monde me suit encore? C'est correct? C'est pas trop... C'est bon? OK. Donc, au point de vue de l'ONU, je vais commencer par mettre la table sur... J'aime beaucoup Mafalda, je trouvais que cette image-là est vraiment très parlante. Là. La planète va mal. Donc, l'ONU fait des analyses, des investigations, savoir comment ça va dans le monde selon différentes choses. Donc, si on regarde, l'Organisation des Nations Unies a déterminé que près de la moitié des personnes extrêmement pauvres sont des enfants de moins de 14 ans. Ça, c'est récent. Là, ça date la plupart, c'est de 2015. Ça date, il y en a un peu plus tard. 2 tiers des personnes sous-alimentées dans le monde vivent dans 2 régions, l'Afrique subsaharienne et l'Asie méridionale. 750 millions d'adultes sont encore illettrés, dont 2 tiers d'entre eux sont des femmes. 30 des femmes âgées de 20 à 24 ans ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Ça, c'est en 2018. 2 milliards de personnes vivent dans des pays en situation de stress hydrique élevé. Donc, l'eau, c'est pas... nous autres, on prend des douches qui durent 10 minutes, là. C'est pas partout comme ça dans tous les pays. 1 citadin sur 4 vit dans un taudis. Ça, c'est en 2018. Puis la perte de biodiversité progresse à un rythme accéléré. Donc, la planète est malade, il y a des actions à prendre. J'ai d'autres clips, d'autres photos de Mafalda parce que je l'aime beaucoup. Elle est très impliquée socialement, Mafalda. Donc, en septembre 2015, les 193 États membres des Nations unies ont adopté ce qu'on a appelé le Programme de développement durable à l'horizon 2030. Donc, si vous calculez bien, ils se donnaient 15 ans pour atteindre plusieurs objectifs. En discutant ensemble, ils ont déterminé 17 objectifs. On va les regarder très rapidement. Il y avait 169 cibles, 230 indicateurs. Donc, on ne veut pas juste mettre des objectifs dans les airs, on veut pouvoir les mesurer, que ce soit précis et qu'on aille mesurer. Les chiffres que je vous donnais tantôt, c'est à partir de ces mesures-là, entre autres, parce qu'ils n'ont pas attendu 15 ans pour aller prendre des mesures, voir comment ça allait. Là. Ils savent déjà qu'il y a du travail à faire. Le but de ces objectifs-là, premièrement, c'est de faire appel à l'action de tous les pays afin de promouvoir la prospérité, protéger la planète, puis de mettre fin à la pauvreté aussi, en mettant en place des stratégies qui permettent la croissance économique, qui répondent aux besoins sociaux, tout en luttant contre les changements climatiques. Donc, vous voyez les 3 aspects qu'on parlait tantôt, qui, dans la loi qu'on a au Québec, sont présentés ici aussi dans les objectifs de l'ONU. Ce n'est pas juste le Québec qui a découvert ça, finalement. J'ai voulu rajouter qu'il n'était pas contraignant. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va venir taper sur le doigt d'un pays que l'objectif 6, il ne l'a pas encore atteint. On s'attend à ce que chaque pays prenne les choses en main puis que dans son cadre national, essaye d'appliquer et d'atteindre les objectifs. Et ils ne sont pas contraignants.
On va les passer rapidement parce que, comme vous comprenez, 17 principes, ce serait vraiment long de faire le tour. Mais je vous invite à réfléchir à partir des principes. C'est moi qui avais demandé à Daniel de mettre les principes Baha'i au début, puis les valeurs communes aussi qu'on a parlé tantôt. Je pense que vous allez pouvoir faire des liens avec plusieurs. Peut-être qu'il y en a que ça va être plus dur, mais personnellement, je pense qu'avec tous les 17 principes, on peut faire des liens avec les valeurs spirituelles. Donc, le premier principe, c'est pas de pauvreté, mettre fin à la pauvreté dans le monde. Le deuxième, la faim zéro, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, promouvoir une agriculture durable aussi. Le troisième, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. C'est cute les bébés dans les petits. L'éducation de qualité, assurer l'accès à tous à une éducation de qualité, peu importe à quel moment de leur vie. L'égalité des sexes, autonomiser toutes les femmes et les filles. Garantir l'accès de tous à des sources d'eau potable et à son assainissement aussi. L'énergie propre à un coût abordable. Les énergies fossiles, on sait quel mal ça fait présentement par rapport au réchauffement climatique. Donc, permettre l'accès à tous à une énergie propre. Travail décent et croissance économique. Quand on parle de chocolat équitable ou des choses comme ça, là, promouvoir un travail décent pour tous avec une rémunération décente aussi. Les industries, innovations et infrastructures, avoir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et qui encourage l'innovation. Les inégalités réduites, autant les inégalités qui sont fondées sur le revenu, le sexe, l'âge, les handicaps, l'orientation sexuelle, la race, la classe, l'origine ethnique, les religions, peu importe. Villes et communautés durables, faire en sorte que les villes soient sûres pour tous. La consommation et production durable, des modes de consommation. Alors, on est dans une société de consommation, hein, ça, je pense que tout le monde s'en rend compte facilement, s'assurer que les modes de consommation soient durables. La lutte contre les changements climatiques, c'est assez évident. La vie aquatique, les océans procurent des ressources essentielles. Ils aident aussi à la décomposition puis à l'élimination des déchets. Ils sont un tampon aussi pour le climat pour absorber des températures puis ils réduisent les dégâts provoqués par des tempêtes aussi avec les écosystèmes côtiers finalement qui agissent comme des tampons. La vie terrestre, gérer durablement la forêt, lutter contre la désertification, puis enrayer et inverser le processus de dégradation des sols. Tout ça, ça appauvrit la biodiversité. Il en reste juste 2. Paix, justice et institutions efficaces. Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins de développement durable, que tout le monde ait accès à la justice à tous les niveaux d'institutions. Et finalement, partenariat pour la réalisation des objectifs. Donc, que tout le monde puisse travailler ensemble. Partenariat mondial. Je pense qu'avec la pandémie, on s'est rendu compte là, que ce n'est pas mon pays, ton pays, son pays. C'est une planète. Là. C'est un cercle. Un cercle, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On est tout le monde ensemble, puis on n'a pas le choix d'avoir un partenariat mondial si on veut atteindre des objectifs de développement durable. Donc, les liens. J'en ferai pas beaucoup. Il commence déjà, il est déjà 8 heures. J'essaie de regarder l'heure. J'ai trouvé quelques écrits par rapport à la morale, à la spiritualité, qui faisaient des liens évidents, selon moi, avec des principes de développement durable qu'on vient de lire. Donc, par rapport aux principes de vie aquatique, vie terrestre, lutte au changement climatique, j'ai trouvé un écrit. C'est plus un texte là, qui vient des assemblées des Premières Nations. Donc, notre mère, la Terre, nous donne les aliments et l'eau dont nous avons besoin. Elle nous fournit des matériaux pour construire nos maisons, tailler des vêtements et fabriquer des outils. Elle est source de vie en fournissant les matières premières pour notre industrie, notre ingéniosité et notre progrès.
Elle est à la base de ce que nous sommes en tant que véritables êtres humains, dotés de langue, de culture, de connaissances et d'une sagesse pour nous diriger dans la bonne voie. Si nous écoutons les paroles venant du lieu où se concentre l'esprit qui vit à l'intérieur de tous les éléments, notre mère, la Terre, nous enseigne ce que nous avons besoin pour prendre soin d'elle et de tous ses enfants. Je trouvais que le lien avec les principes que j'ai notés en haut était vraiment important dans les cultures autochtones. J'ai suivi une formation cette semaine sur les différentes cultures autochtones, puis le lien avec la terre-mère dont nous sommes les gardiens est vraiment important dans les spiritualités autochtones, sans que je sois une spécialiste sur le sujet. Par rapport à l'égalité entre les sexes, l'écrit que j'ai trouvé disait que l'humanité a deux ailes, la masculine et la féminine. Un oiseau ne peut voler que si ses deux ailes sont également développées. Si une aile restait affaiblie, le vol serait impossible. La réussite et la prospérité ne seront atteintes que lorsque l'univers de la femme égalera celui de l'homme dans l'acquisition de vertu et de perfection. Donc là, c'est des écrits vraiment, ce n'est pas dans les textes scientifiques sur le développement durable, là, ni les objectifs de l'ONU que je suis allée chercher ces écrits-là. C'est dans des écrits, cela c'est un écrit bahaï. Mais si vous faites le lien d'aller lire dans les objectifs de l'ONU, vous allez retrouver des affaires qui ressemblent à ça, dit un peu différemment. J'en ai juste deux encore. Je ne vous ferai pas crouler sous les écrits, là, ça va être trop dur pour vendredi soir. Par rapport à l'éducation de qualité et le travail décent, l'homme est le talisman suprême, mais faute d'une éducation convenable, il a été privé de ce qui lui appartient en propre. Voyez en l'homme une mine riche en gemmes d'une inestimable valeur. Seule l'éducation peut révéler les trésors de cette mine et permettre à l'humanité d'en profiter. Il m'en reste juste deux. Les liens par rapport aux inégalités réduites, la paix et la justice. Donc ça, c'était des objectifs de développement durable de l'ONU. Il faut renoncer à tous les préjugés, qu'ils soient de nature religieuse, raciale, nationale ou politique, car ils sont la cause des maux dont souffre l'humanité. Il s'agit d'une grave maladie qui, à moins d'être arrêtée, est capable de détruire la race humaine tout entière. Toutes les guerres sont désastreuses, avec leur cortège de misère et de carnage. Toutes les guerres désastreuses, avec leur cortège de misère et de carnage, ont eu leur point de départ dans les préjugés. On voit, ça ressemble vraiment à ce qu'on disait tantôt par rapport aux inégalités, là, avec l'énumération des différents préjugés. Et puis finalement, dans les écrits, après ça, ça va être moins intense intellectuellement, là. Les partenariats pour la réalisation des objectifs, le besoin suprême d'humanité et la coopération et la réciprocité. Plus les liens de fraternité et de solidarité entre les hommes seront forts, plus le pouvoir de construction et d'exécution sera grand dans tous les domaines de l'activité humaine. Versez la lumière d'un amour sans limite sur tous ceux que vous rencontrez, qu'ils soient de votre pays, de votre race, de votre parti politique, qu'ils soient de toute autre nation, race ou nuance d'opinion. Le ciel vous assistera dans votre tâche, tandis que vous rassemblez les peuples épars à l'ombre de la tente suprême de l'unité. Donc, on a regardé les valeurs communes à toutes les religions. On a regardé le développement durable, c'était quoi au Québec de manière générale, ensuite au niveau de l'ONU. J'ai fait des liens entre des écrits dans des religions. J'ai fait la paresseuse, j'en ai pris beaucoup, c'était dans les écrits bahaïs parce que c'est plus facile pour moi. J'ai fait un lien. Maintenant, je vais vous partager la réflexion que moi j'ai faite à partir de ces choses-là. Il y a une chose principale qui est une base dans ma réflexion, c'est que la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qui est individuel, puis qui prend juste soin de nous-mêmes et de notre âme. Il y a vraiment un double devoir spirituel, c'est notre propre développement, mais aussi de s'ouvrir à l'autre.
Donc, qu'est-ce que j'avais écrit? C'est un concept central des enseignements bahaïs, précise qu'améliorer ses qualités spirituelles et servir l'humanité sont deux aspects inséparables de la vie. C'est dans cette optique que les bahaïs favorisent ce double objectif fondamental dans leur vie. Donc, veiller à notre propre croissance spirituelle et intellectuelle, puis participer à la transformation de la société. Je vous avais dit que je reviendrais avec Mafalda, là. J'aimais bien cette bande dessinée-là où est-ce que Mafalda se met un petit plaster parce qu'elle a vu une dame riche donner de façon très hautaine un sou à deux enfants très pauvres. Mafalda veut se mettre un plaster sur le cœur parce que ça fait mal. Donc, ce double objectif pour les Bahaïs, c'est très... C'est pour les Bahaïs, mais il y a beaucoup d'autres religions, spiritualités aussi, c'est important. C'est juste, c'était les textes que j'ai trouvés. Donc, on est invité pas seulement à prier et à méditer dans notre vie quotidienne pour nous, mais aussi d'inviter les gens dans notre entourage à prier avec nous puis à remercier Dieu puis à demander des choses à Dieu aussi. On n'est pas exhorté on est exhorté dans notre vie de tous les jours à rester à notre ego, mais aussi à œuvrer avec courage et humilité pour inverser les tendances d'une culture qui glorifie l'autosatisfaction et sape les fondations de la solidarité. Donc, il y a toujours le double côté. On travaille sur nous, mais on agit aussi, on essaie d'agir dans la société pour avoir une bonne influence, un bon impact, à aider les autres. Et puis là, j'ai Mafalda qui dit à sa maman qu'elle ne devrait pas pleurer pour des oignons, mais pleurer sur la terre, ce serait peut-être moins futile qu'un oignon, selon elle. Donc, ma réflexion que je me faisais à partir de tout ça, c'est que je me disais, si on regarde les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, on s'entend que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de sacrifices matériels qui devront être faits. Il y a beaucoup de sacrifices, entre autres, de la part des biens nantis. On a beaucoup. Puis, on va devoir faire des sacrifices parce qu'on est les derniers à ressentir les effets, souvent, des changements climatiques, de la guerre, le manque de ressources, les abus. On a les moyens, les pays les mieux nantis pour... Est-ce que vous entendez mes enfants jaser? Non? OK. Non, parce qu'ils sont là, puis jasent fort à côté de moi. Désolée. Donc, les pays riches sont souvent ceux qui peuvent le plus... amortir finalement les désagréments qu'on peut ressentir. Je veux dire, la faim, quand j'ai dit les objectifs de l'ONU, la faim, on ne la ressent pas tant que ça. Ici, oui, il y a des gens qui ont faim, là, mais de manière générale, l'éducation, ça va bien, l'eau, ça va bien. On ne le ressent pas tant que ça. Donc, ça va demander encore plus de sacrifices parce qu'on a plus à sacrifier finalement. Mais qu'est-ce qui va nous motiver? Comment je fais pour me motiver que quand j'achète un chocolat durable qui coûte plus cher? Comment je fais pour me motiver à ne pas utiliser ma voiture? Comment je fais pour me motiver à ne pas acheter du linge qui est fait par des enfants en Inde qui sont exploités? Qu'est-ce qui peut me motiver alors que je suis dans mon confort, puis que je suis bien, puis que je ne ressens pas les conséquences de ces actions-là? Donc, c'est la question que je me posais. Puis, je me disais que qu'est-ce qui pourrait nous motiver? C'est à la base, si on a une éducation qui nous montre les valeurs qu'on a nommées tantôt, de penser à l'autre, de justice, Bon, là, je perds mon français, mais donc, les valeurs, désolée, j'ai eu un cours de secourisme aujourd'hui, la dame nous a fait un bourrage de crâne intensif, là, on dirait que j'ai atteint ma capacité. Bien, bref, donc, l'éducation spirituelle des enfants qui fait en sorte qu'ils ne penseront pas toujours à leurs propres besoins, qui vont dire hey, l'autre a besoin de quelque chose, je pourrais faire quelque chose pour lui, qui vont s'oublier, puis que naturellement, ils vont se tourner vers l'autre. Si on enseigne aux enfants dès qu'ils sont jeunes, je fais des classes d'enfants avec mes enfants depuis qu'ils sont petits, c'est important de leur montrer, puis c'est plus montré dans les écoles, en tout cas pas toujours, pas de façon... régulière, puis il faut que ce soit montré à travers le monde entier aussi. Parce que si c'est juste montré dans certains pays, on l'a dit tantôt, la planète est un cercle sans début ni fin. Il faut vraiment que tout le monde autour de la planète, on ait ces valeurs-là qui sont ancrées. C'est par l'éducation, c'est plus facile quand un enfant a appris dès qu'il était jeune. Si j'ai quelqu'un à côté de moi qui a faim, je partage ma pomme avec lui. Quand tu es rendu à 30 ans, des fois, c'est un peu plus dur d'intégrer ces notions-là. Puis les notions scientifiques par rapport au développement durable. Ça, c'est quand même donné aux enfants dans les écoles, puis les intègres, qui sont appelés à changer, par contre, ces notions-là. La manière qu'on fait le recyclage aujourd'hui, ce ne sera probablement pas la même façon qu'on va le faire dans 20 ans.
Mais les valeurs spirituelles de base qui passent à travers les âges entre les religions devraient être les mêmes. Donc, pour moi, qu'est-ce qui va pouvoir nous motiver à faire les sacrifices nécessaires pour arriver à un développement qui est durable pour toute la planète? Bien, ça passe par l'éducation spirituelle de nos enfants. Ça va nous donner la motivation, les convictions. Il me reste 5 minutes. Est-ce que c'est correct? Même pas? Oui, OK. Donc, une autre chose pour moi dans ma réflexion par rapport à ça, que je me disais, c'était qu'il fallait qu'on soit tout le monde, qu'on aille tout le monde dans la même direction pour agir. Parce que si chacun agit un peu de sa façon, à sa manière, bien, on le voit dans l'image de gauche, là, on a beau ramer comme des bons, si on ne rame pas tous dans la même direction, bon, on peut peut-être réussir à bouger un peu, à faire changer un peu les choses, mais c'est beaucoup moins efficace que si tout le monde, on se met dans la même direction puis qu'on avance. Mon plus jeune, quand il était petit, m'avait déjà demandé ben, ça sert à quoi d'être bahaï? On peut, ça peut être pour les catholiques, peu importe, mais ça sert à quoi d'être tout le monde ensemble pour agir? On peut l'être chacun de notre côté, avoir des bonnes valeurs chacun de notre côté. Puis j'avais donné un exemple un peu semblable. OK, supposons que notre voiture elle a arrêté de fonctionner, puis qu'on se met à quatre coins, puis qu'on pousse chacun notre bord, puis qu'on ne le fait même pas en même temps. Est-ce que la voiture va bouger? Il m'avait dit non. Je dis OK, on se met toutes les quatre aux 4 coins, puis on se dit à go, on y va, puis on s'en va par là. Est-ce que ça va bouger? Il avait fait OK. Bon, c'est une des raisons pour moi que je me dis que le lien entre spiritualité, si on a des valeurs spirituelles communes, puis qu'on se met ensemble, qu'on unit nos actions dans la même direction, ça serait vraiment plus efficace, puis on arriverait vraiment plus à quelque chose rapidement que si on fait chacun nos petites affaires dans nos pays, chacun de notre côté. Et puis ça, bien, ça prend l'abolition des préjugés pour coopérer puis collaborer ensemble. On s'entend que si on pense que l'autre personne est moins intelligente, que ses façons de faire sont moins bonnes, et on retourne à mon éducation spirituelle de tantôt. Donc, c'était ma réflexion, le lien que moi, j'ai fait entre le développement durable et les valeurs spirituelles. Donc, comprenez que moi, la réponse au point d'interrogation, c'est oui, il y a un lien entre les deux. Puis on devrait le tisser encore plus parce que la planète, on ne peut pas la surutiliser. À un moment donné, il va y avoir une fin si on l'exploite. On le voit, là, il y a des choses qui sont en train de lâcher petit peu à petit peu. Il y a des avertissements qui sont donnés. Il faut vraiment qu'on mette en action des choses pour arrêter les changements climatiques. Le développement durable, c'en est un. Mais si on veut vraiment que ce soit efficace, il faut qu'on soit unis tout le monde ensemble dans nos valeurs pour pouvoir avoir la force, le courage, la motivation de les appliquer. Mais maintenant, j'aimerais savoir, et vous, est-ce que vous avez vu il y en a plusieurs, selon moi, on pourrait en faire plusieurs, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre le développement durable et la spiritualité après ce bref, j'espère que ça n'a pas été trop difficile. Et je ne vois personne, c'est vraiment spécial de faire une présentation. Je vois juste Daniel puis Lise, dans le fond, je ne voyais pas personne. Là, je n'ai pas de retour, savoir si je parlais trop vite ou pas assez ou tout ça, mais bref. À votre tour, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les deux? Merci beaucoup, Marie-Hélène. Je pense que c'était très clair. Mafalda a fait aussi son œuvre. C'est parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup à tous et à toutes pour votre participation à ce coin de feu, sans feu, parce que ça pollue, virtuel. Donc, encore une fois, merci. Peut-être simplement pour vous mentionner qu'actuellement, il y a des conférences Baha'i à travers le monde. Il y en a une prochainement le 18 et 19 juin à Montréal, au collège Dawson. Donc, pour discuter justement du futur de l'humanité, du futur de la communauté mondiale. Donc, si jamais vous voulez participer. Et aussi, ce soir, ça a été enregistré, donc comme toutes les conférences précédentes et la prochaine. Et vous allez pouvoir revisionner, si vous le souhaitez, sur le site web de la communauté Baha'i de Québec. Faites encore une fois une très, très belle fin de soirée. Et puis, à la prochaine. Au revoir, merci.